Mes amis, ces derniers mois, il y a eu une augmentation exponentielle du nombre de citoyens russes vivant en Russie qui se tournent vers Poutine. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils font des vidéos, et les commencent par Vladimir Vladimirovitch. Faites ceci, faites cela, pourquoi ceci, et ainsi de suite. Vladimir Vladimirovitch, c'est en russe le nom complet, on utilise aussi le prénom du père pour montrer du respect. Mais il ne montre pas de respect à Poutine, c'est tout le contraire. J'ai sélectionné pour vous environ 6 ou 7 vidéos, et elles deviennent de pire en pire. Et dans les dernières vidéos, ces personnes demandent à Poutine et à tout le gouvernement russe de démissionner immédiatement. Ils demandent la fin de la guerre. Ils posent des questions très importantes et dangereuses. J'ai toujours essayé de trouver du temps pour ces vidéos, car il se passe tant de choses en Russie avec les raffineries de pétrole, les entrepôts Wildberries, etc. Maintenant, j'ai décidé que vous deviez les voir. Voici donc une compilation de Russes en Russie qui s'adresse à Vladimir Vladimirovitch Poutine, à leur président et à leur tsar. Regardons-les tous. C'est devenu très à la mode ces derniers temps d'enregistrer des messages vidéo adressés à Poutine. Alors j'ai décidé d'en faire un aussi. Vladimir Vladimirovitch, merci beaucoup. Merci pour tout ce qui se passe. Nous sommes vraiment ravis. Il y a de l'action en continu. Chaque jour, il se passe quelque chose de nouveau. Quelque chose brûle, quelque chose fume. Les prix flambent. Chaque jour, nous devons nous adapter à une nouvelle situation. La vie n'est pas devenue plus facile. Nous avons sans cesse l'impression de devoir lutter pour survivre. Nous espérons qu'un jour, vivre sera plus facile. Peut-être en travaillant seulement 6 heures par jour. Mais cela n'arrivera sans doute que lorsque votre visage disparaîtra de la télévision. Merci beaucoup. Merci de la part de tous ceux qui ont souffert. Tu es le meilleur. Vilucci. C'est bien sûr très ironique. Une adresse ironique et satirique à Poutine. Parce que Poutine a fait cette déclaration à la télévision une fois, disant que nous voulons de l'excitation. Nous ne voulons pas nous ennuyer. Sinon, les gens s'ennuieraient tous les soirs. Maintenant, tout est intéressant. Il a dit quelque chose dans ce genre et tout le pays est en feu. On peut voir des colonnes de fumée dans presque toutes les grandes villes de l'ouest de la Russie. Et puis, tu te souviens de ces mots de Poutine ? Nous voulons que la vie soit intéressante. Je suis presque sûr que ce n'est pas pour ça que le peuple russe a cet accord tacite avec Poutine, pour rendre leur vie intéressante de cette façon. L'accord de Zélande dit que cela rend leur vie meilleure et qu'ils restent éloignés de la politique. Poutine a violé cet accord. Maintenant, je vous présente une femme, je suppose aussi une mère, qui a besoin d'essence. Ça s'annonce déjà bien. Je veux vraiment que Poutine reçoive mon message. Je veux me plaindre. Vladimir Vladimirovitch Poutine. Qu'est-ce qui se passe dans notre Russie ? Dans notre grand pays. On a tellement de trucs, bordel, mais chut, ça fait 3 jours que je suis coincé à la station-service. Excusez mon langage, mais je n'y peux rien. Je n'arrive pas à avoir de carburant. J'arrive, et on me dit que la limite sur les cartes carburant est atteinte. Je suis complètement à bout de nerfs. Hier, je suis venu et j'ai fait la queue. Ce matin, j'ai encore fait la queue. Je ne comprends pas les plaintes à ce sujet, puisqu'ils veulent toujours le retour de l'Union soviétique. En Russie, ils ne cachent pas vraiment qu'ils regardent l'Union soviétique avec nostalgie et parlent du bon vieux temps. Mais l'Union soviétique, c'était surtout faire la queue. Si vous étiez un citoyen ordinaire faisant la queue, que ce soit pour de l'essence, du pain ou des coupons de sucre, vous obteniez les coupons, puis vous ne pouviez acheter que du sucre. Vous restiez dans cette file d'attente. N'importe quoi. La viande était en pénurie. Donc, quand il y avait de la viande, tout le monde faisait la queue chez le boucher ou dans les magasins. C'est ce que faisait leur grand-père. C'est de cela que cette génération est maintenant fière. Nous, la puissante Union soviétique. C'est revenu. Profitez-en. Vous le vouliez. Vous l'avez eu. Vous avez eu ce que vous demandiez. Donc, c'est censé être une bénédiction, n'est-ce pas ? Je ne pense pas que cette femme le voit comme ça. Ils disent « carte carburant » uniquement. Maintenant, j'ai conduit, j'ai fait la queue pendant une putain d'heure. Et enfin, j'arrive à la pompe. Limite atteinte. Carte carburant seulement. C'est quoi ce bordel ? C'est vraiment se foutre de la gueule des gens, quoi. Des conneries. Je suis juste tellement... Cette femme, encore une fois, pourquoi être fier de la puissante Union soviétique et ignorer qu'une grande partie de la population faisait la queue à cause du manque de tout ? Et maintenant que vous l'avez retrouvée, vous êtes à nouveau en colère. Alors, veux-tu vraiment que cela revienne ? Je ne sais pas. Le peuple russe est plein de contradictions. C'est pour ça qu'ils sont... Tu sais, ils nécessitent quelques explications pour être compris. Leur psyché est unique. J'aime vraiment ce gars suivant qui, de toute évidence, fait la queue pour de l'essence et se tourne vers Vladimir Vladimirovitch Poutine, mais j'aime son style. Bonsoir Vladimir Vladimirovitch.
Vous savez, Vladimir Vladimirovitch, laisse-moi te confier un petit secret. Il y a une station-service dans le coin qui a vraiment de l'essence. Tu peux le croire. Le problème, c'est la file d'attente. Il faut attendre quelques heures. Je peux t'envoyer l'emplacement, mais garde le secret. Sinon, la file d'attente s'étendra sur plusieurs kilomètres. Dites-moi, Vladimir Vladimirovitch, comment des missiles et drones traversent-ils librement la Russie et détruisent-ils raffineries et dépôts de carburant? Que s'est-il passé? Après 25 ans, personne n'a construit de vraies défenses aériennes. Ce sont de vraies questions. On pourrait croire que je fais une vidéo satirique en posant ces questions à Vladimir Vladimirovitch, mais elles sont réelles. Posez plutôt la question à votre dirigeant, gouvernement ou direction du pays. Même dans les démocraties comme l'Estonie, depuis l'invasion à grande échelle, cela a réellement influencé nos élections. Les gens n'ont plus voté principalement en fonction de l'économie, des écoles ou des autres critères habituels qui font choisir les candidats. Ils ont surtout voté par peur de la guerre. Cela vous touche. Vous demandez « Que faisons-nous pour notre défense ?» Les Estoniens ont interrogé leurs politiciens, et le parti de la réforme, le plus clair sur la défense, a remporté les dernières élections parlementaires. Nous posons donc ces questions à notre gouvernement. La défense aérienne est l'un des sujets majeurs en Estonie actuellement. Une défense aérienne à moyenne portée a été commandée, mais son déploiement prendra encore du temps. Mais nous ne l'avions pas du tout depuis l'époque soviétique. Donc c'est une question importante. Il la pose maintenant. Mais comme la Russie n'est pas un pays démocratique comme l'Estonie, ces questions tombent dans l'oubli. Personne ne les entend. Où sont tous ces S-300, S-400, S-500 ? Ils les ont vendus à la Turquie. Et à tout le monde aussi, n'est-ce pas? C'est ça. Vous aviez des choses plus importantes sur lesquelles dépenser de l'argent. Vous-même, des palais, des yachts. Comment Volodya aurait-il pu s'offrir encore un nouveau yacht, autrement? J'en ai besoin d'un aussi. Où est passé tout l'argent, Vova? Tu as tout volé, mais tu as oublié de protéger le pays. Tu vois, ça pourrait te faire emprisonner. Ça pourrait te faire aller en prison en Russie pour avoir dit ça. Pour avoir fait ces vidéos. Ou alors, ça pourrait t'envoyer sur le front. Ce qui est important ici, c'est que les gens ne blâment pas aveuglément l'Occident ou l'Ukraine après avoir subi ces souffrances, ces files d'attente pour le carburant, ces missiles et explosions qu'ils voient, ces colonnes de fumée. Je vois beaucoup de vidéos où les gens critiquent leur gouvernement. Ce qui est étrange. Encore une fois, parce que la propagande russe est conçue pour rejeter la faute sur l'Occident, sur les Ukrainiens, sur les nazis drogués qui dirigent l'Ukraine. C'est comme ça qu'ils présentent Zelensky. Mais les gens blâment le gouvernement russe. Donc quelque chose ne va pas. La propagande russe rate une grande partie de la population. Donc c'est leur échec. C'est intéressant à noter car ils ne sont plus aussi efficaces qu'avant. Pourquoi? C'est une bonne question à poser. Qu'est-ce qui a changé? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On passe nos nuits à attendre dans les stations-service et nos journées au travail. Au fait, où est allé Kabayev, Vova? Parti sur ton yacht, escorté par 2 navires de guerre. Et c'est censé être en temps de guerre. Tu as complètement perdu la tête? Donc maintenant, il accuse Poutine d'utiliser des navires de guerre de la marine russe, 2 navires de guerre, pour escorter le super yacht personnel de Poutine. Parce que ça coûte vraiment cher, c'est genre 1 milliard de dollars ou quelque chose comme ça. Donc il a utilisé la marine russe pour cela, ce qu'il n'est pas censé faire. Mais si tu connais Poutine et la Russie, l'armée n'existe que pour satisfaire ses caprices. Mais ce Russe ne l'a pas compris comme ça, et accuse maintenant Poutine d'utiliser la marine pour défendre ses biens personnels. Même si ça a toujours été le cas. Je te le dis, ces vidéos nous montrent comment les Russes, lentement, étape par étape, commencent à comprendre ce qu'est vraiment leur pays. La Russie est censée être défendue. C'est censé être ton travail, mais tu t'en fiches complètement. Indiquant encore une fois que Poutine a violé cet accord tacite et non écrit, selon lequel les gens ne se mêlent pas de politique et laissent le tsar être le tsar jusqu'à ce que leur vie s'améliore. Ce qui était le cas, d'ailleurs, jusqu'en 2014. Quand la Russie a envahi l'Ukraine et que les sanctions ont commencé en 2014. Quand on regarde le graphique du rouble, l'indice boursier de Moscou et tout le reste, 2014 est le moment où tout s'est stagné et a commencé à décliner. Il a fallu une décennie. Puis l'invasion à grande échelle a commencé, et c'est à peu près là que le contrat tacite a été rompu par Poutine. La vie a cessé de s'améliorer. Ou peut-être que tu ne peux pas. Est-ce que Kabayeva s'en va? Ou est-ce qu'elle est simplement retournée chercher un autre sac à main? Vova. Eh bien, tu connais la suite. Super style. J'aime le style de cet homme.
Encore une fois, ils utilisent toujours l'ironie, des blagues, ou ce genre de demi-humour, parce que sinon, ils ont peur d'être jetés en prison. Rien que ça pourrait suffire à les envoyer en prison. Nous ne savons pas. Malheureusement, nous ne pouvons pas savoir ce qui est arrivé à ces gars-là. Cette prochaine vidéo contient une excellente blague, on fait toujours ce genre de blague sur Brejnev et Gorbatchev. Eh bien, maintenant il y en a aussi sur Poutine. Vladimir Poutine. Tu peux le croire ? J'adore toujours la façon dont, presque immédiatement au début, ils disent « Vladimir Vladimirovitch », où ils s'adressent à la personne à qui ce message est destiné. Au tsar. C'est pour cela que j'ai choisi ces vidéos. On a une blague. Faites de Poutine le directeur d'un désert et il n'y aura plus de sable. Regardez ça. Un pays que le reste du monde appelle souvent rien de plus qu'une station-service est à court de carburant. Il ne s'agit pas seulement de l'essence. Maintenant, il n'y a plus de diesel non plus. Comment les gens sont-ils censés faire la récolte de 2026 ? Personne ne le sait. D'ailleurs, août approche, et septembre aussi, qui sont les mois de la récolte en Russie, dans le sud de la Russie. Sans diesel et sans cette récolte, c'est une catastrophe pour le secteur agricole de la Russie. Et le secteur agricole, comme dans la plupart des pays, a beaucoup de prêts auprès des banques. C'est comme ça que ça fonctionne généralement. Ils doivent payer leurs hypothèques et leurs emprunts fonciers, puis ils vendent leurs récoltes et leurs produits agricoles. C'est ainsi que le cycle fonctionne dans chaque pays. Et quand tout va bien, tout marche parfaitement. Les agriculteurs, dans certains pays, gagnent même de l'argent. En Russie, le diesel coûte si cher que les récoltes ne peuvent pas être récoltées, risquent d'être perdues, invendues ou non exportées. Les agriculteurs ne gagnent rien et ne peuvent pas rembourser les banques. Comme le dit le proverbe, si vous devez 1 million à la banque, c'est votre problème. 1 milliard, c'est celui de la banque. Et si vous prenez le complexe agricole du sud de la Russie, et ce sont des milliards et des milliards dus aux banques qui ne peuvent pas être remboursés à moins qu'il y ait une récolte réussie. Un peu comme Wildberries, qui doit beaucoup d'argent aux banques russes. Vous voyez comment tout cela est lié ? La pénurie de diesel, la destruction de l'entreprise Wildberries, cela va affecter les banques russes. De très grandes banques qui pourraient faire faillite à cause de cela. Ce n'est pas rien. Tout est lié. Quelle situation remarquable. Je suppose qu'après son départ, en parlant de Poutine, ils écriront probablement encore qu'il était une sorte de grand stratège géopolitique. Gloire à l'Ukraine. Maintenant, cet homme est courageux. Si vous dites Slava Ukraine en Russie, vous irez en prison. Vous serez condamné à une grosse amende. Donc, un homme très courageux. Quand Poutine ne sera plus là, ils écriront qu'il était un grand stratège. Nous l'écrirons. Vous savez pourquoi ? Nous avons essayé. Je veux dire, l'Union européenne et les pays de l'OTAN ont vraiment essayé, pendant de nombreuses décennies, de nombreuses générations. Dans les années 1960 et 1970, on a tenté de faire adhérer la Finlande et la Suède à l'OTAN. À quel point avons-nous essayé ? Combien de dirigeants ont tenté de les convaincre ? Aucun n'a réussi. Des générations de grands dirigeants de l'Union européenne et de l'OTAN ont essayé de faire adhérer ces deux pays. C'est Vladimir Poutine qui a réussi à faire entrer la Finlande et la Suède dans l'OTAN. Personne d'autre. Donc nous écrirons qu'il est un grand stratège géopolitique, mais seulement pour notre camp, le camp des vainqueurs. L'histoire est écrite par les vainqueurs, donc ce sera nous qui écrirons l'histoire. Beaucoup de ces vidéos réagissent à ce que Poutine a dit, comme lorsqu'il a évoqué notre désir d'excitation. Boum, merci pour l'excitation. Maintenant, cette vidéo est une réaction à Poutine qui dit 7 phrases précises à la télévision en Russie, que nous sommes prêts à endurer cette guerre. Le peuple russe est prêt à endurer cette guerre, alors que le peuple russe souffre vraiment, fait la queue pour l'essence, a des tickets de rationnement et voit son pays brûler. Donc, c'est une réaction à la question « Sommes-nous prêts à endurer cette guerre ?» Le président russe dit que nous sommes prêts à endurer. Le peuple est prêt à endurer. Que sommes-nous prêts à endurer ? Sommes-nous prêts à regarder nos enfants mourir chaque jour ? Ça suffit. Nous avons déjà combattu. Vous vous battez depuis 5 ans. Qu'attendez-vous pour vous battre ? Depuis 25 ans, j'aime le fait que ces gens aient au moins une certaine mémoire historique. Ils ne regardent pas seulement hier ou demain. Depuis 25 ans, Poutine est pratiquement au pouvoir. Et ils le tiennent pour responsable dans ces vidéos. Au moins pendant ces 25 ans, ce qui laisse largement le temps pour développer une défense aérienne. Faire en sorte que de telles situations ne se produisent pas, comme celles qu'on voit en Russie depuis 25 ans. C'est la responsabilité de Poutine et il ne l'a pas fait. J'aime bien comment ils incluent ces 25 ans ici. Vous n'avez pas établi de telles relations pour empêcher la guerre d'éclater. Ou pourquoi l'avez-vous commencé ? À cause de ce que vous nous avez dit à la télévision sur les garçons crucifiés.
Encore une propagande russe. Vous ne voulez pas que je parle de ça. Et qu'ils bombardaient le Donbass, vous savez, avant que l'invasion à grande échelle ne commence. Donc, pendant 10 ans, à peu près, la propagande russe disait une chose. Ils bombardent les enfants dans le Donbass. Les Ukrainiens bombardent les enfants dans le Donbass. Alors que les Russes eux-mêmes bombardaient les enfants dans le Donbass, vous savez comment ça se passe. Donc oui, et maintenant vous réclamez du territoire. Tout ça c'est du n'importe quoi, vous savez. Tous ces objectifs dont vous parliez n'étaient qu'une bulle. Elle a éclaté, et rien de tout cela n'existe plus. Nous ne sommes pas prêts à supporter ça. Ne parle pas en mon nom. Ne parle pas au nom de la plupart de ceux qui vivent en Russie. Quand le peuple russe dit cela au tsar, tu ne peux pas parler en notre nom. C'est une idée très dangereuse. Maintenant, le peuple va rompre ce contrat. Le tsar russe Poutine l'a rompu. Il a empêché l'amélioration de la vie des Russes. Maintenant, les gens s'en sont rendus compte. Ils vont rompre le contrat. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que les gens vont s'impliquer en politique. Et quand les gens s'impliquent en politique, ils feront ce qu'ils veulent voir dans le pays, pas ce que le tsar souhaite. Cela signifie que ceux-ci seront tenus pour responsables. Poutine et le gouvernement y seront pratiquement lynchés. Nous ne sommes pas prêts à endurer cela. Des enfants meurent, des enfants qui n'ont rien à voir avec ça. Des enfants qui semblent n'avoir absolument rien à voir avec ça, parce que quelqu'un n'a pas toute sa tête. Un seau à la place de la tête. Mettons fin à la guerre, et ensuite nous parlerons de qui a raison, qui est à blâmer. Donc c'est un appel à l'action pour utiliser la diplomatie. Les Russes ont tendance à en venir aux mains, des mots grossiers et de l'agressivité. Si les Russes appellent à utiliser la diplomatie, alors vous savez que vous les avez en position de faiblesse. Et chaque fois que vous pouvez réellement parler aux Russes, c'est quand vous êtes plus fort qu'eux. Cela a toujours été le cas. C'est un guide pour parler aux Russes. Vous les frappez d'abord, ils vous respectent. Puis des accords mutuellement bénéfiques sont possibles. Si les Russes demandent la diplomatie, c'est qu'ils sont faibles. Maintenant, continuez à les marteler un peu plus longtemps, ou beaucoup plus longtemps, et alors il y aura une option pour le dialogue. Pas avant de leur avoir mis le nez en sang. C'est juste comme ça qu'ils sont. Ils ont cette société de guerriers mongols depuis l'invasion tatare. Il faut juste respecter ce langage-là alors. Tu essayes d'avoir un dialogue avec eux pendant qu'ils te frappent. Je veux dire, c'est stupide. Je ne comprends pas toujours les dirigeants de l'Union européenne. Va te battre et ensuite parle. Ouais, bien. Cet homme demande un dialogue et l'arrêt de la guerre. Cela vous montre où se trouvent les Russes. Et bien sûr, j'ai dit que ces vidéos vont empirer. Les précédentes disaient d'arrêter la guerre. Cet homme va plus loin, ou même beaucoup plus loin. Il dit quelque chose de bien plus effrayant. Cela me fait plutôt penser à 1917 en fait. Regardez. Je crois que le président devrait démissionner. C'est mon avis en tant que citoyen de la Fédération de Russie. Après ces événements, si la personne en a le courage, elle devrait démissionner et organiser des élections équitables. Des élections ouvertes et compétitives. Je crois en mon pays. Beaucoup de gens disent « Dimitri, qui le remplacera ?» Mais qui si ce n'est pas lui ? Je crois en mon pays. Je crois que dans notre pays, j'espère qu'il y aura encore 140 millions de personnes. Nous pouvons trouver 450 députés décents, parce qu'ils demandent aussi à tout le Parlement, ou à la Douma, de démissionner. Ça fait à peu près 450 personnes. Encore une fois, la propagande que je dois faire. Sinon, pourquoi faire cette chaîne ? Si je vois de la propagande, je dois la fermer. Les départements statistiques russes, peu importe comment vous les appelez, Rosstat, peu importe ce que c'est, ils n'ont pas officiellement publié leurs données démographiques depuis très très longtemps, depuis le Covid. Tellement de gens sont morts qu'ils ont arrêté d'en parler. Donc, 140 millions, c'était quoi il y a 20 ans ? Ou il y a 15 ans ? La population russe est de 130. 28 millions. C'est bien en dessous de ce chiffre. Sinon, les départements statistiques russes montreraient cette information. Ils ne peuvent pas la montrer. Beaucoup de gens ont quitté la Russie après la mobilisation de septembre 2022. Beaucoup de gens sont morts à la guerre, ou ont simplement fui la Russie sur une longue période. Beaucoup de gens sont morts du Covid. Mon Dieu, ça a été terrible pour eux, parce qu'ils ont vraiment tout raté. Donc oui, pas 140, mais moins de 130 millions. Ainsi qu'un seul président décent capable de sortir le pays de la situation dans laquelle il s'est retrouvé. Un seul président décent. Eh bien, c'est justement ce président qui a créé cette situation. Donc c'est toujours un peu étrange quand les Russes demandent ce genre de choses. Ils demandent des élections libres. Mais vous avez en quelque sorte des élections libres, si vous y réfléchissez. Comment une société démocratique équitable peut-elle fonctionner ? Ce n'est pas parce que des militaires gardent les bureaux de vote qu'elle serait ouverte.
Non, les gens éliraient quand même l'impérator le plus impérial qu'il soit, parce qu'ils ont cet état d'esprit. Un seul type d'homme correspond à cette mentalité. Le tsar. Vous demandez en quelque sorte une société civile. On ne peut l'imposer par la force ou sous la menace. Soyez un être humain décent. Tout commence avec chaque personne, dans chaque foyer, en Russie. Cela prendra des générations, et cela prendra effectivement des générations. Vous voulez une société civile, il faut la construire. C'est un processus lent et douloureux, comme cela s'est produit dans l'Union européenne, si l'on regarde l'histoire. Évidemment, nous sommes ici comme nous le sommes, parce que nous nous sommes battus pendant des milliers d'années sur ce continent. Nous avons traversé tout cela. C'est une manière naturelle de progresser vers la position où nous sommes. On apprend de ses propres erreurs. La Russie, Moscou n'était qu'un village de pêcheurs quand nous avions déjà de grands royaumes en Europe. Leur peuple n'en est pas encore là. Ils veulent encore leur tsar et ne souhaitent pas devenir une société civile ni des êtres humains décents. Peut-être qu'un jour cela changera, mais ce sera long. Beaucoup de souffrance. Ils ont beaucoup de choses à régler et à surmonter. Pour avoir des élections équitables et une démocratie qui fonctionne correctement, il faut que des êtres humains décents prennent leurs responsabilités pour eux-mêmes et pour leur pays. C'est une phrase facile à dire, presque impossible à enseigner. On ne peut certainement pas l'enseigner sous la menace d'une arme. Cela commence avec les valeurs transmises à la maison, ce que la Russie n'a pas. Alors, comment peut-on avoir des élections équitables dans une société démocratique décente ? Ce n'est pas possible, à moins de changer le système de valeurs, en commençant par l'éducation des enfants à la maison. Comment changer cela ? Je ne vais même pas répondre à cela car c'est une question tellement difficile. Tellement difficile pour chaque pays dans le monde. Vous pouvez répondre à cela dans les commentaires. Mais vous voyez, ce n'est pas facile de dire « il nous faut du changement, il nous faut des élections libres ». Non, vous demandez une société civile européenne. Comment changer chaque foyer en Russie ? Impossible. Mes amis, nous avons un nouveau nom sur Buy Me a Coffee. Et je suis tellement fier qu'une personne ait rejoint la famille, Peter Cornelius. Merci beaucoup de t'être inscrit et de soutenir. Si tu aimes ma chaîne, rejoins-nous et offre-moi un café. Deviens membre mensuel et je massacrerai ton nom. Jusqu'à ma prochaine vidéo, mes amis, ce sera, comme d'habitude, des explosions et des colonnes de fumée. Reviens et au revoir.